Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu Kira cette semaine ? Salut Sid, bah écoute, ça va, je passe une plutôt bonne semaine, je suis très content, je suis tout happy, hein, comme on dit comme on dit chez moi. Malgré tout, je suis très 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 fatigué, mais vraiment quand je dis très fatigué, c'est un truc de ouf parce que c'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas joué de la semaine. Oh bah alors ? Voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de jouer, j'ai trop claqué, j'ai pas eu le temps de jouer et je n'ai quasiment pas eu le temps de regarder de séries télé ou choses comme ça. C'est vraiment, je rentre, je fais mes rendez-vous, je me couche, Inex, tu vois, voilà. Donc du coup, ma semaine ne fut pas palpitante en termes de pop culture. Mais des fois c'est très bien, surtout que là le mauvais temps approche, c'est l'automne. Oh, il fait super beau dehors, donc faut en profiter quand même. Chez nous, il fait encore beau pendant environ 15 jours. Hein. Ah ouais, bah écoute, j'ai pas eu cette chance, il a plu un petit peu, un petit peu de soleil, mais bon... Et toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine ? La semaine, de mon côté, moi j'ai pas beaucoup joué non plus, je suis toujours un petit peu dans les cartons, les déballages, le rangement, etc., ce qui est bien normal. Tu joues à ton jeu de carton ? C'est vrai que c'est le moment de ressortir la chronique de Unpacking. Si vous l'avez pas écouté, c'est très très cool, un petit jeu de déménagement, enfin de rangement, de vidage de carton d'ailleurs, ouais, c'est exactement ça. Je suis dans cet exercice de vidage de carton. J'ai fini un jeu vidéo aujourd'hui qui est Final Fantasy 1. Et c'est pour ça que tu le diras en sommaire, mais j'en parlerai. Et sinon, Kira, j'ai même pas lancé Ghost of Yotei que j'ai même pas lancé Final Fantasy Tactics que bref, j'ai rien. Je suis comme toi, j'ai pas fait grand chose malheureusement. Ouais, t'es comme moi, mais c'est vrai que quand on a des semaines chargées comme ça et qu'on est claqué, c'est quand même super dur de trouver le temps de jouer parce qu'un jeu, ça s'apprécie quand même. Je suis encore sur Silent Hill F, c'est un jeu à ambiance. Et si je suis à moitié en train de pioncer devant ma télé, forcément, voilà, ça joue moins. Ça casse un peu le truc. Exactement. Ce week-end, je pourrais pas jouer non plus beaucoup dans le sens où je suis bénévole encore au Geek Day cette année. Donc si vous écouterez cette émission lundi, donc peut-être que vous m'avez croisé. Mais voilà, donc du coup, ça sera encore un week-end sans jeu en tout cas. Eh ben écoute, il y a des périodes comme ça. Le jeu vidéo, il faut le faire avec plaisir, sinon on ne le fait pas. Et vous voyez qu'en tout cas, à la taverne, on ne se force pas. Quand on ne peut pas jouer ou qu'on n'a pas envie, on ne joue pas et tant pis. Mais quand même, Kira, on a un sommaire à proposer à nos auditeurs. Voilà, quand même, on a fait les choses bien. Hein, on va pas vous... on a travaillé. Voilà, on n'est pas, comment dire, une psychothérapie. On va pas vous raconter nos lives pendant 2 heures. Donc, on va parler au niveau des news de Clair Obscur. Il y a eu des petites choses très intéressantes sur les ventes de Clair Obscur. On va parler également de Game One, avec des choses un petit peu moins intéressantes et moins sympas, disons, on va dire. Derrière le test, tu vas te charger de Final Fantasy 1. Donc Rétro gaming, voilà, du Final Fantasy encore. Et derrière, on va traiter, enfin du moins je vais vous chroniquer la série télé Twisted Metal qui passe un peu inaperçue, mais qui mérite qu'on en parle. Sinon, j'ai oublié d'ailleurs, hein, vous pouvez nous faire plaisir en sélectionnant les 4 étoiles sur toutes les applications de podcast. 5 étoiles, en partageant les épisodes. Ouais, je suis fatigué. En commentant les épisodes sur Spotify ou Apple Podcast, bien sûr. Vous avez aussi le formulaire, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. Et sur ce, petite fournée de générique et puis on y va. C'est parti. Et donc, on commence dans le désordre du sommaire avec Game One d'abord pour l'actualité de la semaine. Donc, qui est une actualité pas très heureuse parce que c'est la fin d'une époque. Game One devrait cesser d'émettre en fin novembre 2025. Donc, pour nous qui enregistrons le jeudi, l'information a à peine 24 heures. Donc, on n'est pas à l'abri de rebondissements, mais ça semble malheureusement déjà acté. Donc cette chaîne Game One spécialisée dans le jeu vidéo, qui a été leader des chaînes européennes dédiées aux jeux vidéo, elle a été lancée en septembre 98, Kira, cette chaîne Game One. 27 ans d'antenne, ce qui est complètement fou. Et on connaît tous, je pense, les Level 1 avec Marcus. Donc moi, j'avais découvert cette chaîne au travers des Level 1 où il testait le premier niveau d'un jeu vidéo.
en incrustation en plus. Il y avait le jeu derrière lui, il était en incrustation. Et puis Twitch avant l'heure finalement, où il testait, donnait ses impressions. C'est juste qu'il n'y avait pas le côté live où les gens pouvaient réagir en temps réel. Mais en tout cas, c'était le début. Donc Marcus étant un grand vétéran du jeu vidéo journalistique français. Il y a aussi la team G1 en émission, il y a Game One eSport, il y a Retro Game One. Donc on peut citer évidemment Julien Telouk ou Kayane aussi sur la chaîne. Et malheureusement, comme je l'ai dit, cette chaîne devrait cesser d'émettre fin novembre de cette année. Le fait étonnant, c'est qu'a priori la chaîne est totalement rentable. Donc j'ai essayé de récupérer quelques petits chiffres, mais on est à 2 millions de bénéfices nets, 10 millions de chiffre d'affaires, avec une trésorerie à 1 million, aucune dette financière a priori, je ne suis pas dans les petits papiers, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Et pourquoi ça ferme ? C'est qu'il y a la fusion, donc Game One appartient à un groupe américain. Voilà, exactement. Et Paramount Global et Skydance Media fusionnent. Et dans cette fusion, il y a des restrictions budgétaires très importantes. Et visiblement, Game One en paierait les frais. Donc c'est très triste sur les réseaux. Tout le monde est assez attristé. Même ceux qui ne regardent plus Game One, comme moi par exemple aujourd'hui, malgré tout, ça fait quelque chose. C'est une petite part de notre patrimoine français journalistique qui s'évapore, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai regardé Game One à la grande époque, donc c'était avant le rachat. Moi, à l'époque où je regardais, c'était même avant le rachat par Infogrames. Donc, c'était vraiment au tout début. Et c'est vrai que mes premières heures du jeu vidéo, je les ai aussi vécues grâce à Game One. Je me souviens, quand j'avais eu mon accident de moto, j'ai vu en direct via Game One le lancement de la PlayStation 2 où les gens s'étaient foutus sur la tronche là dans le Virgin Megastore. Donc ça reste pour moi des grands moments de nostalgie. C'est vrai que les Level 1 de Marcus m'ont donné envie de faire ce qu'on fait maintenant. Pareil pour la Game Zone à la grande époque que je regardais également. J'ai arrêté Game One moi quand ils ont commencé à devenir la génération digitale, donc milieu des années 2000. Où il y a eu énormément d'animations japonaises qui est arrivé et c'était moins centré sur le jeu vidéo. Donc forcément, j'étais moins client. Ça n'empêche que ça me touche beaucoup parce que c'est un des derniers bastions de la télévision, si c'est pas le dernier bastion de la télévision qui parle de gaming. On a eu No Life à une époque, une chaîne que j'adorais. Et c'est vrai que quand No Life s'est arrêté, j'étais quand même très attristé. Là, maintenant, c'est Game One et c'est vrai que ça m'embête également. Après, oui, tu le disais très bien, c'est dû à la fusion entre Skydance et Paramount. Oui. Game One fonctionne, mais ils l'ont fait également dans d'autres styles de projets. Par exemple, la série Dexter Original Sin, qui a cartonné, que ce soit public ou critique. Ils avaient confirmé une saison 2 qu'ils ont annulé juste derrière. Et je pense qu'ils essayent de faire, c'est de limiter un maximum les coûts pour essayer justement d'en tirer un maximum sur la fusion, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, ils veulent capitaliser a priori de la stratégie que j'ai compris. Ils veulent se concentrer sur Paramount+, donc la plateforme de streaming, et Pluto TV, qui est gratuit, mais avec des pubs, qui est aussi, qui est de la VOD gratuite, mais avec des publicités, qui rapportent d'ailleurs beaucoup d'argent. J'avais été étonné un petit peu, mais j'avais été étonné quand je l'avais vu. C'était 8 milliards, je crois, de revenus que ça générait, Pluto TV. Et du coup, oui, Game One fait les frais de cette transformation très brutale du coup de leur groupe. Tellement brutale qu'ils l'ont appris via l'article de BFM, c'est-à-dire ils n'étaient pas au courant avant. Marcus a communiqué là-dessus aujourd'hui et je trouve ça quand même très dramatique parce que ça reste les premiers concernés. La fermeture a lieu dans 1 mois et demi, quasiment 2 mois. Ça laisse quand même très peu de temps pour les employés devant la caméra, mais aussi ceux derrière la caméra. Ils emploient quand même beaucoup d'intermittents du spectacle. Ces personnes vont devoir retrouver un travail rapidement. Quand on sait que les intermittents du spectacle fonctionnent avec un quota d'heures annuel, il est possible qu'ils se fassent niquer leur quota d'heures sur la fin. Enfin, je trouve que le mood est très très sale quand même. Moi, j'espère, après je suis un peu optimiste, je sais pas si ça se passe comme ça ou quoi, mais j'aimerais bien un repreneur de Game One. Je pense qu'à mon avis, l'équipe doit tout faire pour essayer d'en trouver un. Ça serait bien que cette chaîne soit sauvée, mais en attendant, c'est quand même un sacré coup de après, pour que Game One soit repris, il faut que Game One soit en vente. Oui. Parce qu'il détient, du coup, il est détenu par ces entreprises qui fusionnent, donc il faut qu'il y ait une volonté de vendre. Là, visiblement, leur volonté est plutôt, c'est plutôt l'arrêt.
Et en effet, l'annonce a été brutale. Marcus l'a dit sur les réseaux, ouais, il l'a appris comme ça. Kayane aussi disait qu'elle aurait préféré que des meilleures conditions d'annonce, autant pour eux que même pour nous. J'imagine qu'ils auraient aimé faire une émission où ils en parlent. Enfin voilà. Oui, c'est ça, pour le public qui les suit depuis tant d'années. Pour l'annoncer eux-mêmes, bah oui. Il y a encore beaucoup de personnes donc, qui regardent Game One, de nouveaux publics, mais il y a aussi des vieux de la vieille comme nous qui n'ont jamais lâché la chaîne et qui la regardent toujours. Donc c'est vrai que ça crée un certain émoi sur la toile. Ouais, surtout que la chaîne a perduré contre vents et marées. Ils ont su se renouveler. Il y a eu la chaîne G1 à un moment, je sais pas d'ailleurs si elle existe encore. Je crois plus, non. Il y avait Game One plus 1 où tu avais un décalage de 1 heure sur tous les programmes. Ils avaient fait. C'est une chaîne, en tout cas, je trouve, et encore en plus, elle disparaît en étant rentable, qui a su se transformer avec le temps, s'adapter avec l'arrivée du jeu vidéo sur Internet, avec l'arrivée de Twitch, etc., qui a malgré tout réussi à tenir. Et ça, c'est assez incroyable et brillant. Donc, si on en parle aujourd'hui, c'est aussi pour leur rendre cet hommage, parce qu'on est des vieux pas auditeurs, mais des vieux téléspectateurs de la chaîne, merci. Et aussi, on reconnaît leur longévité, le travail titanesque que ça représente. Et voilà, ils ont fait un sacré job quand même. Et pour avoir su maintenir une chaîne comme ça, franchement, c'est du très beau travail. Et donc, il n'y a que 2 actualités aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres choses qui nous inspiraient. Vous nous connaissez. On parle de ce qu'on a envie quand on n'a pas envie. Voilà, on ne se force pas. Et on a fait exprès de terminer sur celle-ci parce que c'est une super bonne nouvelle pour Clair Obscur Expédition 33. Donc, qui avait annoncé... Peut-être le GOTY de 2025. Peut-être le GOTY de 2025, on pourra en parler un petit peu après. Ils avaient annoncé les 3,3 millions de ventes à 33 jours de sortie du jeu, ce qui était assez drôle. Et là, ils annoncent avoir dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus en 5 mois, ce qui fait très, 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 très belle performance pour la taille du studio et le budget. Pour un jeu de niche aussi. Oui, en plus, un JRPG... à la sauce un petit peu française, JRPG. Un baguette RPG. JRPG en plus, voilà, hommage avec les RPG à l'ancienne, et c'est aussi pour cette raison que j'avais calé Final Fantasy 1 juste après. Et donc c'est Guillaume Broche et François Meurice qui l'avaient annoncé de Soundful Interactive, donc les Big Boss. Il est à noter aussi, et ça je trouvais ça assez drôle, c'est que la bande-son composée par Lorient Testar totalise 333 millions de streams. Donc c'est assez fou. C'est un carton plein. Et ils ont annoncé du coup, pour accompagner ces très beaux chiffres, un DLC gratuit, donc une mise à jour vraiment, vraiment totalement gratuite, qui a du contenu qui a l'air intéressant. J'ai pas tous les détails encore, mais on aura une nouvelle zone jouable avec des environnements inédits, des nouveaux ennemis et des secrets cachés. Des nouveaux box assez retors, a priori, plutôt pour le endgame, donc cool, quoi. Moi, une bonne idée, moi, ça me fait plaisir, tu vois, j'ai mes persos niveau 99, j'y retournerai avec plaisir. Des costumes inédits aussi, c'était une petite mimique du jeu, on pouvait changer pas mal de costumes. Il y aura peut-être des nouveaux maillots de bain. Peut-être. Vous nous direz en commentaire si vous avez joué en maillot de bain dans Clair Obscur ou si vous êtes... Moi, j'ai joué roleplay, j'étais en tenue de combat. Si vous êtes des petits coquins ou pas. Et, comme Sid ou pas. Et une localisation supplémentaire, donc 8 langues, je crois, de mémoire, là je le fais de mémoire, pour porter un total de 19 langues ou quelque chose comme ça, enfin assez astronomique. Donc ça me rappelle un move, Kira, ça me rappelle beaucoup Astrobot, parce qu'ils ont eu un succès immense. C'est un jeu AA aussi qui a retenti l'année dernière, comme Clair Obscur. Comme Clair Obscur, du coup, il y a du contenu gratuit qui est sorti rapidement pour fêter les bonnes ventes, etc., etc. Est-ce que, du coup, c'était ma conclusion, est-ce qu'il aura le même chemin de GOTY? On verra dans quelques semaines maintenant. Et puis c'est vrai que les contenus gratuits, c'est quand même beau gosse. C'est pas Nintendo qui ferait ça on est d'accord. Donc au moins, ça permet de valoriser, de remercier la communauté, et ça c'est quand même quelque chose qu'on apprécie, parce que comme tu dis, on peut en avoir fini avec le jeu, mais ça peut donner envie de se relancer et de reparticiper à l'aventure. Moi, j'espère, en tout cas, le jeu fait partie de mes favoris pour les GOTY 2025. J'espère que c'est un jeu qui tirera son épingle du jeu, déjà pour son histoire, pour la culture qu'il transmet, l'hommage aux jeux vidéo qu'il est en train de mettre en avant.
Et puis encore une fois, pour son budget, qu'un jeu à moyen budget gagne, moi c'est le genre de choses qui me plaît en tout cas, ça change des gros mastodontes. J'ai bien aimé la petite déclaration qu'a fait le boss mince, je l'ai cité tout à l'heure en plus, Guillaume Broche, qui disait « L'accueil réservé à notre jeu a juste été incroyable. Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, à savoir qu'il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissants pour l'amour qu'ont donné les fans à l'univers que nous avons créé, pour leur création artistique, leur reprise de musique, le cosplay baguette en convention, le soutien indéfectible et enfin, nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque merci. » Et je trouve ça super chouette. Ça entretient en plus l'engouement autour du jeu. C'est, je pense, un move extrêmement malin que de faire revivre le jeu un petit peu avant les Game Awards, comme une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas, nous sommes là. Donc ouais, j'adore ce qu'ils font et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Et peut-être qu'on aura d'autres DLC, ce que j'espère, gratuit toujours évidemment. Surtout que moi, pour te dire, on te rappelle, j'étais quand même très sceptique, les trailers m'avaient beaucoup refroidi au final, alors que c'est un jeu que j'avais jamais mis dans mon top attente, et finalement je l'ai fait, et puis je regrette pas du tout, j'ai vraiment passé un super moment. Ceci clôture la partie actualité de cette semaine, qui était un petit peu plus calme, fin de TGS, etc. Les grosses conférences des constructeurs PlayStation, Nintendo, Xbox, même s'ils n'ont pas brillé, sont terminés, donc c'est logique. C'est clair. C'est logique d'avoir. On peut dire qu'ils n'ont pas brillé. D'avoir un petit peu moins d'actu. Et donc on enchaîne sur du JRPG. Vous avez compris le lien avec l'actualité de juste avant. Donc retour en arrière en 1987. Vous vouliez du rétro gaming. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à nous demander du rétro gaming. Vous en avez. Tu t'étais lancé aussi dans du rétro gaming de cette époque-là avec Metal Gear, Kira. Metal Gear 1 sur NSX. Et j'ai même fait, j'avais fait le jeu, tu sais, hommage à Metal Gear qui faisait, enfin c'est pas du rétro, mais qui faisait très très rétro, Unmetal, qui était très cool aussi. Tout à fait. Et c'était à peu près la même période, je pense, non ? 87, 85. Ouais, 88 pour le premier Metal Gear, donc oui, c'est ça, à peu près, peu de choses près. Développé par Square, évidemment. Je ne dirais pas Square Enix parce que c'était pas encore le cas. Square, sous la direction d'Hironobu Sakaguchi, évidemment, qui est devenu maintenant un des très grands noms du jeu vidéo. Sorti en 87 sur Famicom, puis en 90 sur NES en Occident. Le jeu s'était écoulé à 520 000 exemplaires au Japon, 700 000 aux États-Unis, ce qui est beaucoup. Ce qui paraît moins avec l'ordre de grandeur d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très bien. Ça envoyé. Et surtout, ces chiffres cachent une épopée bien plus profonde, puisque la licence existe encore aujourd'hui. Donc, on va parler de la naissance d'un mythe, mais avant musique, avec la musique évidemment du Prélude, qui est une des musiques les plus reconnaissables de la saga Final Fantasy. Et on se retrouve juste après. L'histoire de Final Fantasy commence par un petit paradoxe, parce que cette œuvre est née d'échecs. C'était un chant du cygne presque, parce qu'en 83, Square n'est qu'une petite filiale de la compagnie d'électricité Denyusha, et dirigée donc par deux hommes très ambitieux. Et ils ont eu raison de l'être, Kira, Hironobu Sakaguchi et Masafumi Miyamoto, qui est leur premier pas dans le jeu vidéo. Et je trouve que quand même c'est une belle leçon de vie. Ils ont commencé par des échecs commerciaux, on peut le dire, avec The Death Trap ou Tom Sawyer Adventure. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le destin de la liberté. Exactement, maintenant on l'a tous dans la tête. Et j'aimais beaucoup le générique d'ailleurs de Tom Sawyer. C'est à peu près le seul truc que je me souviens de la série. De Tom Sawyer. Et donc en 87, Square frôle la banqueroute et Sakaguchi envisage de quitter l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est alors, et là on va voir aussi un bel exemple de la concurrence, c'est alors qu'Enix frappe un grand coup avec Dragon Quest. Dragon Quest qui est sorti avant et qui est véritablement le premier, je trouve, RPG grand public
et qui révolutionne le paysage vidéoludique japonais. Et ce qui est assez fou, Kira, c'est qu'on parle encore d'une licence Dragon Quest qui aujourd'hui rayonne. Toi, tu es un petit peu d'ailleurs dans ta période de Dragon Quest, je crois. Complètement. J'ai commencé, je le continue en fil rouge, mais ça va me durer des mois, je pense. Je suis sur Dragon Quest 11 que j'ai racheté sur PlayStation 4 parce que je l'avais fait sur le début sur le Game Pass, je l'avais jamais fini. Et je me suis remis dessus justement en attendant la sortie du 6 remake. Ah oui, du 6 remake, oui, tout à fait. Ouais. Et moi, j'avais adoré le roi maudit, je crois, il s'appelle, je sais C'est plus. le 12, je crois. Non, c'est le 9, Dragon Quest 9. Ouais, j'aurais dit le 8, tu vois. Bon, on n'est plus trop sûr des chiffres. Non, mais t'as peut-être raison. Je suis pas très calé en Dragon Quest. Mais j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup les tout premiers. Et c'est vrai que c'est une très belle licence. Et du coup, dans notre exemple là, que je citais pour la sortie de Dragon Quest, Sakaguchi, ça lui a fait un électrochoc et il s'est dit, je cite, Dragon Quest a surmonté ses barrières avec les idées créatives, notamment en une fonction qui permet aux joueurs de sauvegarder en utilisant des données textuelles. Je me suis grondé de penser qu'il n'était pas possible de créer un RPG sur Famicom et j'ai continué à développer le premier Final Fantasy. Et c'est ça que je trouve assez chouette dans cette anecdote, c'est que c'est pas qu'il avait baissé les bras, mais tu vois, tu sentais qu'à cette période, c'était dur, il était vraiment dans le dur. Et encore une fois, c'est la concurrence, c'est un autre projet qui a stimulé. Il a lancé, ouais. Et c'est chouette, tu vois, je trouve que c'est. Ouais, carrément, c'est bien, c'est vertueux en fait. Ça lui a donné envie de se dépasser, de trouver la bonne idée, quoi. Ouais, c'est. Et quand on voit la longévité de la saga, au final, il a bien fait. Et des deux, finalement, parce que. Tu vois, même Dragon Quest, et on peut plus vraiment parler de concurrence parce qu'en plus, maintenant, c'est dans la même. Le même groupe. Justement, après une telle fusion entre deux groupes, souvent, tu peux avoir une ou l'autre licence qui passe un peu à la trappe au profit de l'autre. Et là, c'est pas le cas. Les deux ont évolué à leur rythme. Hein. Maintenant, les jeux Dragon Quest sont quand même moins ambitieux que les jeux Final Fantasy, faut pas se leurrer. Mais ça n'empêche que ça existe toujours. Ouais, c'est deux belles sagas qui coexistent maintenant au sein du même groupe et qui ont finalement. Final Fantasy ne serait peut-être pas ce qu'il n'existerait peut-être simplement pas sans Dragon Quest. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce que j'aimais dans cette histoire. Et donc, ils ont constitué une toute petite équipe, un peu l'équipe de la dernière chance. Donc, la A-Team. Donc, il y avait Sakaguchi, Akitoshi Kawazu sur le système de combat, Koichi Ishii sur le game design et un autre grand nom, Nobuo Uematsu à la musique. Donc, un pianiste autodidacte de très grand talent. Et je pense que on peut aussi lui faire porter la paternité, en tout cas l'aura de Final Fantasy, parce que les musiques, on a beau dire, dans cette saga, elles sont au cœur de beaucoup de choses, au cœur de tout même, j'oserais dire. Donc l'influence de Uematsu a évidemment été très importante. Est-ce que tu connais pourquoi ça s'appelle Final Fantasy, du coup, Kira pourquoi la saga s'appelle comme ça ? Peut-être parce qu'il pensait que ça allait être le seul et dernier jeu de la saga. T'as répondu tellement vite, je devais boire un coup pendant que je te posais une question, j'ai reposé mon verre aussi vite. En fait, en effet, il y a cette petite légende urbaine qui dit que c'est la Final Fantasy, donc la dernière fantasy de Square avant de s'éteindre, avant la faillite. Dans les faits, Sakaguchi nous explique que il souhaitait un titre abrégé de FF. En fait, il avait visé dès le début FF parce que Dragon Quest était devenu au Japon Dreiku, donc je sais pas trop comment le dire avec l'accent japonais pour l'instant. Dreiku. Ouais, exactement. En tout cas, il voulait quelque chose, un acronyme facile à dire, rapide, reconnaissable facilement, et il avait pensé d'abord à Fighting Fantasy. Sauf que je me souviens de ce truc-là. C'était déjà pris par des droits d'auteur de livres de jeux, d'ailleurs, livre dont vous êtes le héros. Puis c'est pas vraiment de la baston. C'est pas vraiment de la baston en plus. Et je cite, nous sommes donc allés à contre-cœur avec Final Fantasy comme dernier recours. Mais pareil, tu vois, finalement, je trouve que c'est des petites anecdotes de jeux vidéo qui sont assez savoureuses et rigolotes. Donc voilà pour la partie un petit peu genèse du titre. Le premier épisode. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de l'histoire du premier épisode, Kira, ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, ce qui est pas mal avec cette histoire, c'est que finalement, elle représente très bien le commencement de cette saga. Parce qu'on y retrouve un peu tous les gros... poncifs. Les gros éléments, les gros marqueurs, si tu veux, de la saga. Les marottes. Les marottes, un petit peu, exactement. Et donc...
déjà, ce sont toujours des univers qui sont pas que fantasy. C'est pas que de l'heroic fantasy tel qu'on le connaîtrait avec Tolkien. Ouais, il y a du steampunk, il y a un peu de futuriste, on va retrouver un truc, comment ça s'appelle le Final Fantasy 9 là où c'était, tu sais, un peu chibi. Chibi, oui. Enfin, Oh, chibi, voilà. Ouais, exactement. Pour moi, Chibi, ça décrit très bien FF9. Et en fait, il y a toujours ce mélange un petit peu d'univers familier, donc l'heroic fantasy, avec des éléments un peu plus étranges. Donc, on a les archétypes de l'heroic fantasy et on a des petites innovations, soit visuelles, de l'univers, etc. Tu parlais du steampunk. En effet, dans Final Fantasy VI, par exemple, on a un très fort aspect steampunk qui est très sympa. Le 7 aussi avec la ville de... Avec Midgar, avec les réacteurs Mako, exactement, tout à fait. Et donc là, il y a une histoire qui est très simple. On est aux prémices de ce qui est Final Fantasy aujourd'hui. Mais on a 4 guerriers de lumière qui ont 4 cristaux qui sont ternis. Et donc, pour sauver un monde qui est plongé dans l'obscurité par les 4 fléaux élémentaires, ils doivent tout simplement les combattre et raviver le cœur de ces cristaux qui sont ternis. Et donc là, tout de suite, Kira, les cristaux, c'est un élément... On est vraiment dans Final Fantasy, ouais, c'est très récurrent, même au point que dans Final Fantasy XVI, le tout dernier, c'est encore l'élément central. Ouais. Donc tu parlais de marotte un petit peu, mais c'est fait vraiment partie de l'ADN de Final Fantasy. Avec cette imagerie, comme je disais, arthurienne, Tolkien, on a les châteaux médiévaux, on a les elfes, on a les mages, on a les nains forgerons. C'était très en vogue à l'époque au Japon. Oui, surtout qu'il y avait cette influence beaucoup de Donjons et Dragons qui influençaient les RPG de l'époque et les jeux de rôle principalement et du coup Final Fantasy par extension. Et donc une signature finalement stylistique très reconnaissable avec la magie, avec les cristaux, qui dénote finalement pas mal de Dragon Quest. Tu vois, il n'y a pas ces marqueurs-là et c'est ce qui fait aussi qu'on les différencie bien. Un autre aspect aussi, qui va disparaître au fur et à mesure de la saga, mais qui était quand même présent dans le 1, c'est qu'on a des héros qui sont pas personnifiés vraiment. Tu sais, un Dragon Quest, t'as ton héros prédéfini avec son histoire, etc. Là, t'as 4 guerriers de lumière que tu peux donner les noms que tu veux. Tu choisis d'ailleurs au début du jeu les archétypes. Ce seront des guerriers, des mages, des voleurs. Tu vois, il y a un côté personnalisation. Un côté vraiment jeu de rôle pour le coup. Jeu de rôle papier, quoi. Eh ben écoute, c'est ce que j'allais dire. C'était ma conclusion à ce petit paragraphe. C'est qu'en effet, Final Fantasy à cette époque-là, surtout sur le premier, gardait encore cette dimension très jeu de rôle papier du coup. C'est ce que j'allais dire, qui n'existe plus aujourd'hui. On est sur des RPG qui sont très scénarisés, quoi, avec des personnages. Voilà, t'as pas le choix, t'as ton perso, etc. Comme Dragon Quest. Ouais. À noter, ce qui est sympa à l'époque, c'est que les classes pouvaient évoluer. Donc, ton moine pouvait devenir maître, ton guerrier devenir chevalier. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose qui va rester quand même assez présent dans les Final Fantasy, surtout après, parce que tu sais, tu as des Final Fantasy comme le 3 qui a un système de classe, de job, qui sera repris aussi dans d'autres RPG comme Octopath Traveler ou Bravely Default que j'ai fait. Enfin, ça, c'est un marqueur du JRPG qui restera et qui est hérité évidemment de ce Final Fantasy. L'univers visuel, Kira, on était en 1987. Hein. C'est du pixel art. C'est du Maintenant, pixel on appelle art. Ça du pixel art. À l'époque, on appelait ça un jeu vidéo. Ouais, exactement. Après, il y avait Yoshitaka Amano à l'époque, qui a une plume exceptionnelle, donc qui faisait des artworks exceptionnels, qui ont fait toujours les jaquettes des jeux, etc. Enfin, Amano, c'est un style reconnaissable entre mille. Rien qu'à regarder son travail sur le Final Fantasy VI, c'est assez fou. Mais en effet, là, pour le coup, après, on est sur du pixel, on est sur de la NES, sur de la Famicom. C'est joli, mais sans être trop éblouissant non plus. Moi, j'ai joué sur la Pixel Remaster. Et ils ont fait un bon taf, tu vois, c'est du pixel mais quand même lissé et tout, c'est joli. C'est quand même il y a un petit peu de lifting, quoi. Ouais, il y a un petit peu de lifting et tu sens que c'est du rétro gaming mais agréable, tu vois, on n'est pas sur de la bouillie de pixels comme on devait l'avoir sur un tube cathodique à l'époque. Ça devait piquer un peu plus.
comme je le disais, donc, le scénario, on a notre cristal, enfin, le cœur du scénario est le cristal, donc il y en a 4, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et ils ont perdu leur éclat, et on va voyager au travers de ce monde pour justement raviver l'éclat de ces cristaux et combattre les 4 fléaux. Et quand je dis traverser ou parcourir le monde, là aussi on est sur un marqueur évidemment très fort des Final Fantasy, Kira, qui est la map monde. Ouais, il y a un côté un peu open world, un peu à la Zelda. Ben oui, complètement, un peu open world, un peu à Zelda. C'est marrant que tu parles de Zelda. Dans le deuxième village du jeu, t'as une tombe, et quand tu cliques sur la tombe, Sigilink, exactement. Excellent. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai fait le screen d'ailleurs, je l'ai pas encore publié, mais je te l'enverrai. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais en effet, il y a ce sentiment de liberté parce qu'on est dans ce monde, finalement, on est 4 héros déjà, on est 4 guerriers de la lumière. 4 guerriers de lumière. 4 guerriers de lumière d'une prophétie en plus. Hein. Donc ouais, allons-y un à peu fond. la classe quand même, quoi. Ouais, allons-y à fond dans les clichés du jeu vidéo. Mais on est laissé finalement, en le refaisant, j'étais même un petit peu surpris. Kira, ça fait vraiment penser du coup à Zelda le premier, c'est que t'es laissé quand même assez en liberté. Après, ça reste quand même une fausse liberté parce que t'as des points d'étape qui sont indispensables. Il te faut récupérer à un moment une clé mystique. Pour récupérer une clé mystique, il faut réveiller un elfe. D'ailleurs, c'est assez drôle, ces petites références, j'imagine, à Link. Mais il faut réveiller un elfe qui est endormi et qui n'arrive pas à se réveiller, du coup. Sauf que pour le réveiller, il faut du sel, une sorte de médicament que tu récupères auprès d'un mage qui a perdu sa boule magique, tu vois, sa boule mystique, une orbe mystique. Et en gros... Il a perdu une boule, le mage. Il a perdu sa boule, le pauvre. Et en gros, c'est ça, en fait. T'es laissé finalement libre dans ce monde, mais tu dois d'abord récupérer l'orbe qui t'emmènera au magicien, le magicien qui te donne un objet que tu dois donner à l'elfe, après l'elfe il te donne un truc, etc. Ça reste quand même une linéarité dans ce que l'on doit récupérer pour progresser dans le jeu, mais finalement le sentiment de liberté fonctionne bien parce que tu es sur ta map monde, et bah, tu te débrouilles, tu dois fouiller, t'as pas de marqueur, tu sais pas où aller, t'y vas. Tu rencontres les villageois, tu discutes avec eux, ils te disent, etc., où aller. Enfin, ça, c'est vraiment sympa. Et c'est évidemment très novateur. Et ça va rester une des mimiques, évidemment, des Final Fantasy. Un FF sans map monde, bah écoute, je pense qu'on passe quand même à... Ça donne FF13. Ça donne FF13 qui pourtant je l'aime beaucoup. Après, quand tu arrives sur Pulse, tu as un petit peu d'éléments open world, mais c'est vraiment léger. Tu as raison. Et comment ne pas penser ou comment ne pas parler de Clair-Obscur, toujours le lien que je faisais entre les deux, où Clair-Obscur est un véritable hommage à cette époque. Et tu sais, Kira dans Clair-Obscur avec Eski, d'abord t'es sur son dos, après il sait nager, après il sait voler. Bah là, dans Final Fantasy, c'est dès 1987, c'est ça. T'es d'abord à pied, après t'as ton bateau, et après ton bateau, tu peux le faire voler et tu peux traverser tout le continent. Donc pareil, tu vois, aussi un élément très fort en termes d'ADN qui était évidemment présent dès 1987. Autre chose innovante, Kira, et ça on aime bien, c'est la faiblesse élémentaire des ennemis. Moi je trouve que c'est évidemment quelque chose d'important, hein. Coucou Pokémon, c'est un des plus grands représentants, je trouve. Et donc c'est à Akitoshi Kawazu qui s'était inspiré justement de Donjons et Dragons, Kira, et qui avait imaginé ces faiblesses élémentaires comme une sorte de petit puzzle tactique où évidemment les monstres de glace, on va leur mettre du feu dans la poire, les volatiles, on va les foudroyer. Pareil pour les monstres aquatiques. Et donc cet aspect-là élémentaire, évidemment, c'est quelque chose qui va rester et qui va devenir même un indispensable. Est-ce qu'il faut que je parle du tour par tour, Kira ? Je pense que pareil, hein, en termes de potard, on peut pas... Oui, c'est vrai. Après, c'est peut-être intéressant de dire si les bases même de Final Fantasy du tour par tour de l'époque étaient déjà là. Il était déjà là. Ouais.
Il était donc c'est déjà fait. là. Voilà, on a coché la case du tour par tour, mais évidemment, il était là. Sur la Pixel Remaster, donc il y a la possibilité d'avancer un petit peu les combats. Par contre, dites-vous bien qu'il y en a beaucoup. On va faire C'est un presque peu le que problème ça. des anciens jeux comme ça, c'est que les monstres aléatoires qui popaient comme ça toutes les 10 secondes, c'est vrai que ça peut être énervant. Franchement, sans mentir, je pense que c'est 90% du jeu, parce qu'après, on va passer un peu de temps dans les villages, on va faire un peu avancer le scénario, mais pour des limitations techniques, évidemment, il n'y a pas des lignes de dialogue à l'infini de l'époque. Donc oui, on fait beaucoup de combats aléatoires. Sur 15 heures d'aventure à peu près, je l'ai fini en fait, franchement, je l'ai fait dans le métro et dans le train en 2 semaines. 15 heures de jeu, c'est quand même pas mal pour l'époque. Par contre, disons-le, parce que C'est bien, ouais, parce que pour des jeux sur NES, mine de rien, la plupart c'était beaucoup plus court que ça. Hein. Bah ouais, en 1987, tu vois, avoir un jeu de 15 heures, c'est bien. C'est plus long qu'en plus le premier Dragon Quest qui faisait un peu moitié moins. Donc c'est une belle performance. Mais je dirais qu'il y a 80, ouais, comme je disais, 90% quand même de combats. Enfin, avant de terminer les musiques, j'en ai un petit peu parlé, mais Uematsu, je pense que je l'ai dit, il a créé la grammaire musicale ou le langage musical de tous les Final Fantasy. Donc ça, on le lui doit. Le main theme, le thème principal de ce premier épisode est absolument incroyable. Le prélude, je l'ai dit aussi. Donc, en termes d'influence et de postérité, ce premier épisode, en fait, il a nourri pour moi toute la saga entière. Pour tout ce que j'ai cité, tout était déjà là. C'est ça qui est complètement dingue de se dire que tout était déjà là. Et 200 millions d'exemplaires vendus plus tard, en fait, la recette est encore la même. Et quand on joue à Final Fantasy, on veut ça. Et donc, ce premier épisode, 40 ans après, il avait le langage, tout y était. Et c'est assez fou, je trouve, d'avoir une telle longévité en termes de saga de jeux vidéo. Bah, c'est clair que toutes les sagas ne peuvent pas se targuer d'être aussi populaires et d'avoir duré aussi longtemps. Et vraiment, après, j'aime beaucoup évidemment Final Fantasy, c'est un peu mon Metal Gear pour toi, mais j'ai pris vraiment plaisir à y jouer et je trouvais ça assez addictif, tu vois. Après, heureusement qu'il y avait des éléments de qualité de vie dans la Pixel Remaster qu'il n'y avait pas dans l'édition de l'époque, mais franchement, c'est hyper agréable à jouer. Et je vais te dire, j'ai appris un truc sur Final Fantasy 7 cette semaine. Parce que tu sais, je râle beaucoup sur le physique du personnage principal qui, je trouve, ne colle pas du tout à son background, en fait. Et une personne m'a spoilé la fin de Final Fantasy VII, ça me donnerait presque envie d'y jouer, du coup, tu vois. Le côté dissonance entre ce que je sais et ce que je vois, au final, je trouve ça assez couillu. Et donc, à voir si la troisième partie du remake finit bien comme on me l'a dit là, je pense que ça pourrait éventuellement me tenter, tu vois. Écoute, je t'y encourage, je serais curieux d'avoir ton avis. Et donc, en conclusion, pour FF1, donc évidemment, grand monument du jeu vidéo qui a donné naissance à cette licence de cœur qui est un monument du jeu vidéo. Grâce à sa magie de l'aventure, la magie de ses personnages, la magie du voyage que j'aime par-dessus tout, et les cristaux, car c'est bien là la magie des Final Fantasy, c'est ces cristaux qui sont très symboliques, je trouve, parce qu'ils incarnent l'âme de cette licence, l'âme de la saga. Et ce Final Fantasy 1, c'est finalement un peu le Crystal Cœur, je trouve, de tous les jeux d'après. Et il s'est pas terni avec le temps. Il a évidemment les défauts de son époque, mais c'est encore un jeu qui est intéressant, qui est très cool à jouer. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, qui était novateur à l'époque, et quand on y joue, on peut que comprendre le succès vraiment qu'il a connu. Donc, comme les quatre guerriers de la lumière qui doivent refaire surgir l'harmonie, l'équilibre de ce monde, je trouve que ce Final Fantasy représente l'équilibre du JRPG de l'époque. Donc c'est un petit bonbon nostalgique, un patrimoine vidéoludique qu'on a la chance de pouvoir refaire comme moi sur un iPhone dans le métro ou dans le train. Et merci à Hironobu Sakaguchi de ne pas avoir lâché le morceau, parce que belle histoire de jeu vidéo.
Pour continuer, Kira, tu vas nous parler d'un truc un peu moins féerique, je crois, hein, un peu moins magique, je crois, un peu moins aventureux, je crois. Tu vas nous parler de Twisted Metal Black. Non, Twisted Metal Black, c'est le jeu. Twisted Metal, la série. Du coup, j'ai fait un petit lapsus. Donc, on va t'écouter. Je crois que tu vas même nous parler du jeu vidéo. Comme vous le savez, on aime beaucoup le cross-média ici, et c'est vrai que même si souvent on est déçu, on aime bien quand même regarder ce qui découle du jeu vidéo, dans ses bons comme ses mauvais côtés. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir du très très bon, comme Détective Pikachu par exemple, ou même le film Warcraft, hein, qui sont de bons représentants de ce qui se fait de mieux en termes d'adaptation de jeu. Et bah à côté on a eu du tout pourri avec House of the Dead par exemple, ou Uncharted. Donc à voir où va se situer cette série. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour moi de vous en parler, et peut-être aussi parler de cette saga de jeu qui est un peu tombée dans l'oubli. Alors que c'était fun. Alors que c'était fun, tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que on vous lance un petit morceau du générique de la série. Je bois un petit coup en attendant et je vous reprends juste après. Allez. Pour bien saisir ce que représente Twisted Metal en tant que série télé, il faut d'abord quand même revenir aux origines de la franchise de jeux vidéo Twisted Metal. C'est une série de jeux de combat en véhicule lancée en 1995 sur PlayStation. Autrement dit, des courses destruction où des véhicules armés s'affrontent dans des arènes ou des circuits dans un monde post-apocalyptique. Il y a plusieurs opus, donc Twisted Metal 2, Twisted Metal Black, tu en parlais tout de suite. La licence propose des véhicules iconiques qui sont maintenant quand même ancrés dans la culture populaire et qui sont conduits par des pilotes complètement psychotiques dans un esprit à la fois chaotique, violent, parfois même grotesque. La saga est un peu tombée dans l'oubli, ce que je disais tout à l'heure, mais jouit quand même d'une belle aura parmi les fans. Ce qui rendait cette saga mémorable, c'était la personnalité de ses personnages. Donc on avait Sweet Tooth, par exemple, on avait Needle Cane, l'esthétique également frénétique et le plaisir coupable de la destruction, donc un gameplay où tout est permis d'exploser, de tricher, de foncer, de semer le chaos, et la recette de la série est un peu dans ce genre-là. Donc avec Twisted Metal, la série, ils ont essayé, on va dire, de créer un lore autour de cette série de jeux. Pourquoi ? Parce que, bon, encore une fois, les joueurs du jeu vidéo étaient en lutte pour leur survie, dans des environnements où les règles étaient simples. Tu conduis, tu détruis les autres avec des mécaniques originales pour l'époque. Il y avait de la custom d'armes, stratégie sur la route. Destruction des véhicules. Voilà, destruction des véhicules, fallait tout péter. Et c'est sur cette base que la série tente de transposer cet univers en gardant l'esprit du jeu, mais en l'agrandissant, en le dramatisant et en créant des storylines pour leurs protagonistes de toutes pièces, en transformant, en l'adaptant pour une narration télé. Là où je suis curieux de savoir, mais tu vas nous le dire évidemment, mais si c'est une série exclusivement de bagnoles ou est-ce qu'ils ont développé un peu le lore autour des personnages, tu vois, c'est ma petite curiosité. Eh ben, je vais y venir tout à l'heure. Alors, le tournage de la saison 1 se déroule à la Nouvelle-Orléans entre mai et août 2022. On parle d'un budget estimé environ de 45 millions de dollars, ce qui est quand même très peu pour une série télé. La diffusion a commencé le 27 juillet 2023 avec 10 épisodes de la première saison, donc disponibles dès le lancement en one-shot. Et en août 2025, la seconde saison est sortie. L'idée est de garder l'esprit véhicule armé, chaos, personnage extrême du jeu, mais aussi de faire une histoire crédible. Alors je dis bien crédible, autant que faire se peut avec du ce prétexte. Contexte. Voilà, c'est ça. La série ne se prend pas du tout au sérieux, avec des enjeux personnels, un voyage, donc c'est un style de road trip post-apo, des alliances, des adversaires, etc., etc. L'histoire se déroule dans un futur post-apo aux États-Unis après un événement mystérieux nommé The Fall, qui a laissé le pays en ruine. Les villes détruites, les autoroutes sont infestées de criminels et de seigneurs de guerre. Le personnage principal, John Doe, interprété par Anthony Mackie. Donc Anthony Mackie, c'est l'acteur qui joue le faucon dans Captain America, qui n'est pas un acteur que j'apprécie en soi, que je trouve qui a l'air très antipathique, mais dans cette série, je le trouve très attachant. Il joue le rôle d'un livreur qui a perdu la mémoire, donc il reçoit une mission risquée, livrer un colis mystérieux à travers ce territoire hostile, donc ce Westland dominé par la violence. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le colis pourrait changer sa vie.
En chemin, il croise Quiet, jouée par Stéphanie Beatriz. C'est une actrice qui jouait dans Brooklyn Nine-Nine, en fait, qui jouait... alors, je me rappelle plus de son prénom. Elle jouait la Mexicaine, un petit peu grande gueule. Et dans cette série, elle joue une voleuse de voiture muette, avec ses propres motivations, qui finit par l'accompagner dans son périple. Ils affrontent divers dangers, des maraudeurs, des bandits, des psychopathes, dont le fameux clown très reconnaissable du jeu, Sweet Tooth, et des figures corrompues de la loi. Donc on va retrouver des flics pourris, des anciens sénateurs, ou même des maires, car il reste encore quelques villes dans cet univers. L'environnement est donc impitoyable, rempli de chaos, d'humour noir et d'exagération, de moments grotesques, pour ne pas sombrer dans un pur nihilisme. Bon, le personnage du clown avec son masque, pour moi, c'est celui qui représente le plus la série. Enfin, tu vois, je pense direct à lui. Et je crois même qu'ils avaient fait leur spot de pub autour de lui. Je me demande si c'était pas sur les jaquettes. C'est le meilleur perso de la série, concrètement. Déjà, parce qu'il a une gueule, il conduit un espèce de camion de glace qui fait de la musique, où il est armé de missiles et de mitraillettes dans tous les sens. Et c'est vraiment le perso le plus barré de la série. Mais d'un côté, même si c'est un gros monstre, il a un petit côté un peu enfantin et attachant par moments, ce qui est un peu malaisant d'ailleurs. Oui, il était bien sur les jaquettes de jeux, je regardais, mais à chaque fois, il y avait sa tête sur le jeu de PS3. Ça tourne autour de lui, tout à fait. Tout le temps. Alors, la première saison, donc tu me posais la question tout à l'heure, sert de gros prologue, avec comme trame qui est John Doe, quel est son colis, pourquoi Quiet l'aide, qui sont les forces en présence. Et la deuxième saison, quant à elle, s'oriente plus vers le cœur du jeu vidéo, donc le Twisted Metal Tournament, organisé par un mystérieux noble, on va dire. Il a un peu une tête de vampire, on appelle Calypso, et on y verra dans cette seconde saison de nouveaux ennemis en fait. Et la série joue avec le patrimoine de la franchise, donc on va retrouver le nom des personnages, certains véhicules, des thèmes, toujours la destruction, la compétition, la survie. Tout cela sert de matériau de base pour construire une narration télévisuelle avec ses propres rebondissements, ses propres dilemmes personnels et surtout ses propres codes. La série joue... Attends. J'ai le hockey. Quand ça va venir... Là, c'est bon. Je reprends. 1, 2, 3. L'ambiance. Donc l'ambiance est très importante dans ce genre de série et je trouve que ce show a réussi à capturer le côté chaotique et violent du jeu, donc les courses-poursuites de véhicules armés, les attaques, les psychopathes, les moments absurdes ou surréalistes sont présents et ce mélange d'action, de violence et d'humour noir fonctionne parfaitement. Je le disais tout à l'heure, le casting, donc on a Anthony Mackie, Stéphanie Beatriz, on a également Will Arnett et Thomas Hayden Crunch. Ils donnent tous tout ce qu'ils ont, clairement. Leur prestation est solide. Il y a du charisme, quels que soient les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je trouve que cet univers, en fait, est d'autant plus crédible grâce à l'implication de ces acteurs et surtout par rapport à ce qu'ils leur ont écrit, tout simplement. Oui, en plus, comme tu disais, s'il y avait un plus petit budget, il faut évidemment se reposer énormément sur la prestation des comédiens, des acteurs, des comédiens. Et s'ils ont réussi à capter l'ambiance un petit peu chaotique des jeux et la retranscrire dans la série, pour moi, il y a une partie du job qui est fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Voilà, et puis justement, ça tombe bien que tu parles de budget parce que les scènes d'action, de destruction, les poursuites en véhicule ou même les décors post-apo sont vraiment bien faits. Surtout, on voit que le design des véhicules, les clins d'œil au jeu, ou même, certaines anecdotes, qui peuvent être des anecdotes de joueurs. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai vu ça justement sur Internet. Et ça fait plaisir, car ils ont mis la thune au bon endroit. Ouais. Le show propose un voyage, donc ça c'est surtout la première saison, donc il y a du mystère, des enjeux personnels, donc ça va parler de mémoire, d'identité, de loyauté, et ça donne une certaine profondeur à cette histoire qui au final n'est pas plus sérieuse que ça en fait. C'est souvent très con, c'est souvent débile, ça part très très loin dans certaines choses parce que c'est un monde post-apo, les gens sont pas éduqués donc ils font n'importe quoi, donc ça crée ce sentiment en fait de monde qui vit en fait et qui, même s'il est un peu loufoque, au final les gens parfois sont tellement bêtes que tu te dis que ça peut être vrai en fait. Oui, c'est un peu je pense pas qu'ils ont voulu rajouter une sous-couche critique de la société, mais on pourrait y voir ce parallèle. C'est ça, je veux dire, dans l'absurdité de certaines situations et de certaines choses qu'on vit, des fois ça peut faire écho et ça c'est sympa.
Exactement. Donc c'est un mélange d'action, de comédie noire, post-apo bien sûr, ça je le souligne beaucoup parce que les décors post-apo pour une série télé sont quand même très très cool. Le tout saupoudré de clins d'œil à la culture pop des années 90, surtout au niveau de la musique, on va retrouver énormément de morceaux d'époque comme si la guerre avait eu lieu à la sortie du jeu en 95. Donc on va se retrouver avec les vieux lecteurs CD, on va se retrouver avec les vieilles musiques qui étaient à la mode à cette période-là. Donc non seulement l'hommage est appuyé à l'univers, mais également il est vraiment emprunt à la date à laquelle le premier jeu est sorti en fait. Et ça là-dessus, je trouve ça super bien dosé, surtout si on accroche au délire. En revanche, le défi n'est pas toujours réussi, car nous restons sur une série adaptée d'un jeu vidéo et de transformer la surenchère chaotique des jeux sans scénario en une intrigue plus dense qui tient sur la durée, peine parfois à équilibrer les choses. On va se retrouver avec certains épisodes un peu plus mou que d'autres, certains personnages restent un peu sous-exploités. Dans la saison 1, le tournage central du jeu n'est pas encore mis en place, ce qui peut frustrer un peu, car moi j'ai eu cette sensation que la série prenait peut-être trop de temps à se lancer. Mais dès la saison 2, on tape dans le dur parce qu'on voit vraiment ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire des bagnoles qui roulent, des gens qui se foutent sur la gueule, et c'est très cool. Mais du coup, ça rend quand même, je trouve, les deux saisons très dépendantes l'une de l'autre. Ça a l'air d'être mais c'est très bien, attention, c'est pas un reproche, mais ils installent une énorme continuité quand même. La première saison pose les bases. Complètement. Et de ce que je comprends, ce que tu veux voir est presque plus dans le 2, la deuxième saison. Donc, ouais, c'est vraiment un tout, quoi, une évolution. Imagine que la saison 1, c'est la communauté de l'anneau, tu vois. Ils forment un petit peu tout le background, et à partir du deuxième, boum, ça part dans le truc. Ouais, ok, très bien. Je vois. Les effets spéciaux aussi, bien que globalement convaincants, faut pas se leurrer, ça reste quand même très très propre, mais il y a quand même certains moments où le faible budget se fait ressentir. Ouais. Certaines courses-poursuites, certaines explosions ou certains décors font assez fake. Il y a toute une scène de course-poursuite qui se passe sur un tarmac d'aéroport. T'as quand même l'impression que le tarmac fait 200 bornes, tellement ça dure longtemps, et tu sens quand même même s'ils ont utilisé des vraies voitures pour les accidents, mais ils ont accéléré à certains moments la vitesse de l'image pour donner l'impression que cette voiture voit plus vite, ce qui donne un côté un petit peu chipouille, mais je me demande si c'est pas voulu. J'allais dire, en fait. Mad Max aussi avait fait un peu ça, les Fury Road. Ouais, surtout dans les premiers, mais oui, on l'a vu dans Fury Road, une ou deux scènes accélérées. Tom Hardy, ouais. Mais j'allais dire, tu vois, est-ce que ça contribue pas à l'aspect un peu cheap, décalé, absurde? Parce que Twist Metal Black, à chaque fois je dis Black parce que je pense au jeu, j'ai joué qu'à lui, ouais. Mais il y a ce côté hyper décalé et tout, et finalement ça y contribue, je trouve, tu vois. Enfin, je vois pas ça comme un défaut. J'ai pas vu la série, mais tel que tu le dis, moi, ça me choque pas. Moi, je vois pas ça comme un défaut parce que c'est ce que je trouve, c'est ce qui donne du charme à la série. Voilà, et surtout, c'est ce qui donne ce côté un petit peu fait de briques et de broc, comme certaines séries qu'on avait à l'ancienne que j'apprécie beaucoup. Mais c'est quelque chose qui peut potentiellement gêner tous les addicts des films actuels ou qui veulent absolument de la qualité de ouf. Le côté violence-absurdité, c'est à double tranchant également, parce que l'humour noir, le gore, le surréalisme fonctionne pour ceux qui aiment le genre, comme moi, mais ils peuvent repousser aussi ceux qui préfèrent des récits peut-être plus sérieux ou plus crédibles. Le ton peut changer de registre aussi brutalement, on peut passer de la comédie à une ambiance beaucoup plus lourde, à de l'action ou à du pur délire. Donc pour moi, ce mélange est un atout, mais c'est aussi une source d'inégalité dans l'expérience de visionnage. Après, bien sûr, c'est selon les goûts de chacun. Pour conclure, Twisted Metal est une adaptation faite avec cœur, qui prend le pari de rendre hommage à sa franchise tout en s'appropriant son univers. Pour une narration télévisée, je trouve que télévisée, on va dire plus pour une petite plateforme de VOD, je trouve qu'elle a réussi largement à capturer le chaos, l'énergie, les personnages hors normes et l'aspect délirant qui faisait le charme des jeux originaux. Ce n'est pas une série parfaite, la saison 1 construit des bases, certains personnages ou certains arcs restent moins développés que les autres, mais la qualité du casting, l'ambiance, le ton, l'audace font de Twisted Metal un divertissement solide. La seconde saison avec le tournoi est bien plus aboutie à mon sens, et si elle parvient à maintenir l'équilibre entre le spectacle, la narration, des bons personnages et surtout de la destruction lors de sa prochaine saison, elle pourrait devenir une référence parmi les adaptations de jeux vidéo. Donc c'est une série que je vous recommande qui est dispo sur Canal+. Actuellement, vous avez les 2 saisons sur Canal. Donc si vous avez vraiment envie de vous marrer, le premier épisode il dure 50 minutes. Après c'est des épisodes de 20-30 minutes max. Clairement vous pouvez y aller, ça se regarde facilement. Eh ben écoute, tu m'as grave chauffé. Comme tu disais en intro tout à l'heure, on est tous les deux
très amateur des œuvres cross-média, évidemment, parce qu'elles ont tant de J'attends choses Splinter Cell avec impatience. Ouais, la série sur Netflix, mais il y a tant de choses à proposer, à faire des parallèles en termes d'analyse et tout, mais en tout cas, ça a l'air d'être une très bonne pioche, donc merci beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément de cette série, donc Non, du tout. ça fait plaisir. Et ça fait 2 semaines d'affilée qu'on fait un HS en rapport avec le jeu vidéo, donc plutôt Oui, c'est cool. vrai. As-tu noté des big ups cette semaine, mon cher Kira? Alors, attends, je vais regarder vite fait sur mon téléphone. Eh ben, vas-y, je fais les miens en attendant. Donc déjà, vous le savez, le formulaire sur le site web, c'est l'assurance de passer dans la taverne du gamer. Donc merci Sully qui nous a fait un gentil message, qui nous écoute au travail, sous la douche, en voiture. Il a 27 ans, on lui a donné envie de jouer à Elden Ring, Bioshock, Resident Evil, Silent Hill, et il a eu un petit mot pour les personnes qui ont contribué avec nous à la taverne du gamer. Donc il remercie Yann, Rémi Bostal et Charles qui en effet ont contribué à la taverne du gamer très activement, à la partie technique, artistique, etc. Donc c'est gentil de leur avoir fait un petit coup. Merci pour ce message. Mato qui nous écoute pendant qu'il fait ses livraisons, donc big up à toi. Fais gaffe sur la route. Fais attention sur la route. Lily qui nous a fait un gentil message suite à nos chroniques de la semaine dernière, donc Elle Is Us et Pokémon Le Pouvoir est en toi, et elle recommande K-pop Demon Hunter parce qu'il y a justement cette profondeur qu'il y avait dans Pokémon Le Pouvoir est en toi. Bah, je l'ai regardé, j'ai failli faire une chronique. Ah bah écoute, j'allais dire que j'allais la regarder, donc peut-être qu'on en parlera. Bah, ça va te plaire, hein, c'est très cool. Papy Gamer qui nous a fait un petit message sur le site web pour nous dire longue vie à la taverne du gamer, donc longue vie à toi. Merci. Notre cher ami. Et enfin, Gilles, qui est aussi un amateur des podcasts de Sœurs d'édition. Et il aime énormément le nôtre. Donc, merci pour ton gentil. Merci, Gilles. Moi, j'avais eu un message de Darking que j'avais eu sur Twitter. Qui disait que ma théorie sur l'augmentation du Game Pass l'avait convaincu, tu sais, contrairement les jeux de Day One, pour essayer justement de favoriser l'achat ou d'autres styles d'abonnement. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Eh ben écoute, tu peux garder la parole pour le mot de la fin, les au revoir, tout ça, comme d'hab. En tout cas, merci à toi pour l'animation de cet épisode. Avec plaisir. Merci à vous tous pour vos écoutes, pour les petits messages sympathiques, les messages que vous envoyez en DM sur Twitter. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'avoir des gens qui nous soutiennent depuis déjà longtemps maintenant. Hein, donc c'est quand même très appréciable. Surtout profitez bien, jouez à des jeux vidéo, que ce soit Silent Hill ou Final Fantasy 1, si vous avez envie de plonger dans une grosse dose de rétro gaming. Regardez des bonnes séries télé. Je pense que Twisted Metal, c'est l'occasion. C'est une série qui n'est pas assez connue à mon sens, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est peut-être l'occasion. Lisez des livres, des mangas, écoutez de la musique. Faites-vous plaisir en tout cas, c'est le plus important. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.